en ce moment même, quelque part dans la galaxie. Il existe peut-être une civilisation avancée qui regarde le ciel, tout comme toi. Tu imagines qu'ils possèdent des vaisseaux, voyageant à la vitesse de la lumière et une énergie illimitée. Mais tu as tort, car l'univers n'est pas un océan tel que nous l'imaginons. C'est une prison absolue entourée par les lois de la physique. Notre véhicule, le plus rapide, voyager, file 22 fois plus vite qu'une balle de fusil. Pourtant, il lui faudra 73 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, rien que pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Il faudrait 450 quadrillions de joules d'énergie. Ce chiffre dépasse des centaines de fois la production énergétique annuelle de la Terre entière. Et c'est pourquoi les extraterrestres ne nous trouvent pas. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que les lois de la physique ne leur permettent même pas de bouger. Si toi aussi tu es curieux de découvrir les mathématiques effrayantes de cet isolement cosmique, aime la vidéo et abonne-toi, car ce que tu vas entendre va repousser les limites de ton imagination. Si tu es prêt, nous commençons. Pendant des années, nous avons pensé que nous n'étions pas seuls dans l'univers, qu'une vie intelligente nous observait quelque part. Nous pensions qu'ils avaient fait peut-être des vaisseaux rapides comme la lumière, des villes interplanétaires géantes, ou même des technologies utilisant les étoiles comme source d'énergie. Hollywood nous a appris que le voyage interstellaire était difficile, mais possible, qu'il suffisait d'inventer le bon moteur. Un trou de verre, un moteur à distorsion. Et les voilà. Mais le monde scientifique nous frappe désormais au visage avec une vérité beaucoup plus sombre, beaucoup plus précise et dérangeante. L'univers a tissé des barreaux invisibles mais infranchissables autour de chaque civilisation. Ce n'est pas un manque de technologie ou un problème d'ignorance. C'est une prison absolue bâtie par les lois de la physique. Et les murs de cette prison sont construits à une échelle qui dépasse même notre imagination. Quand tu lèves la tête pour regarder le ciel nocturne, ton cerveau te raconte le mensonge le plus dangereux de l'univers. Dis pas ça. Now, concentre-toi sur deux étoiles qui semblent posées sur un velours noir, côte à côte, brillant comme si elles se touchaient presque. Tes yeux murmurent qu'elles sont voisines. La distance entre elles semble être à portée de pierre, comme si l'on pouvait faire signe de la main de l'une à l'autre. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique créée par ton esprit, car en réalité, il peut y avoir 50 années-lumière de distance entre ces deux étoiles. L'une peut être une naine rouge pâle à seulement 6 années-lumière, tandis que l'autre, point juste à côté, peut être une supergéante bleue, massive, brûlant à 800 années-lumière, dans un bras totalement différent de la galaxie, dans les profondeurs de la structure spirale. Il n'y a que le ciel nocturne réduit une profondeur de trillions de kilomètres à un seul plan et présente l'univers comme un plafond plat. C'est pourquoi les étoiles nous semblent accessibles. Pourtant, le vide entre elles n'est pas un océan, c'est un gouffre qui rend même le concept d'océan insignifiant et ridiculement petit. Pour comprendre vraiment ce gouffre, pense à la plus grande distance sur Terre qui semble infranchissable. L'océan Pacifique s'étend sur environ 17 000 km, à son point le plus large. Le traverser en avion prend des heures, en navire des semaines. Pour l'esprit humain, même cela est gigantesque. Mais la distance jusqu'à l'étoile la plus proche est de 25 trillions de milles. Prends l'océan Pacifique et place-le dans ce vide interstellaire. Pas une fois, pas 1000 fois. Mais
2 milliards de fois. Si même 2 milliards d'océans Pacifiques, alignés côte à côte, ne suffiraient pas pour t'amener à l'étoile la plus proche du Soleil. Le cerveau humain a du mal à traiter ce nombre, car notre évolution nous a programmés pour percevoir les distances nécessaires pour chasser, traverser une rivière ou lancer une lance. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de calculer des trillions de kilomètres pour survivre. C'est pourquoi le mot « loin » reste impuissant à décrire la réalité spatiale. Notre cerveau simplifie, aplatit et rend gérable ce vide immense. Et ce raccourci cognitif constitue l'erreur fondamentale de tout débat sur la possibilité que des extraterrestres nous visitent. Nous pouvons voir la profondeur de cette erreur en regardant notre voisin le plus proche, le système Alpha du Centaure. La distance est de 4,24 années-lumière. Te dire ce chiffre prend moins d'une seconde. 4,24. Cela semble si raisonnable, si accessible, si humain, n'est-ce pas? Mais l'année-lumière n'est pas une unité de mesure humaine. C'est une étiquette astronomique que nous collons sur l'inconcevable pour le ranger sur une étagère. Une année-lumière représente environ 9,5 trillions de kilomètres. Quand tu multiplies cela par 4,24, tu fais face au fait que notre voisin de palier est en réalité à 40 trillions de kilomètres. Si tu essayais de parcourir cette distance en comptant un nombre par seconde, sans t'arrêter, sans dormir, sans manger, ni même respirer, rien que pour compter jusqu'à 25 trillions, cela te prendrait près de 800 000 ans. Et tu aurais commencé à compter avant que l'homme anatomiquement moderne ne se répande hors d'Afrique, Jack Hitch, et aujourd'hui, tu n'aurais toujours pas fini. Des empires se seraient fondés et effondrés. Les pyramides seraient devenues poussière. Des guerres auraient commencé et fini. Mais toi, tu compterais encore, et tu ne serais même pas proche de la fin. Voilà ce qu'est la distance que nous appelons proche. C'est notre porte d'entrée galactique. Et notre technologie? Prenons l'objet le plus rapide jamais fabriqué par l'humanité, la sonde spatiale. Voyager 1, lancée en 1977, elle voyage vers les ténèbres depuis plus de 40 ans. Sa vitesse actuelle est d'environ 60 et 1000 km/h. Une balle tirée par un fusil puissant se déplace en moyenne à 2700 km/h. Voyager est 22 fois plus rapide qu'une balle. Mais c'est même avec cette vitesse vertigineuse, après toutes ces années sans jamais ralentir, elle n'a pu parcourir que 24 milliards de kilomètres. Ce chiffre peut te sembler grand. Pourtant, à l'échelle interstellaire, ce n'est rien. C'est une erreur d'arrondi. Voyager n'a même pas encore complété un seul jour-lumière. La distance que la lumière parcourt en 24 heures, le véhicule le plus rapide de l'humanité n'a pas pu la franchir en 40 ans. Un jour-lumière est un 365e d'une année-lumière. Et l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. À sa vitesse actuelle, il faudrait 73 000 ans à voyager 1 pour parcourir la distance jusqu'à Alpha du Centaure. Il faut replacer cette durée dans un contexte. L'histoire humaine enregistrée des tablettes sumériennes au smartphone dans ta poche ne couvre que 12 000 ans. Donc, l'arrivée de voyager à l'étoile voisine nécessite une période équivalente à 6 fois toute notre histoire, toute notre civilisation. Et une fois là-bas, elle ne s'arrêtera pas. Elle n'a pas de mécanisme de freinage, elle passera simplement à côté du système et dérivera vers le vide éternel. C'est une réalité qui brise en 1000 morceaux ces scènes réconfortantes de hyperespace dans les films de science-fiction.
La distance n'est pas seulement un long chemin à parcourir. C'est un mur infranchissable, gravé dans la géométrie de l'espace-temps, que l'ingénierie ne peut percer. Alpha du Centaure est notre voisin le plus proche. Et même, y aller dépasse la durée de vie des civilisations. Mais le reste de la galaxie, l'autre bout de la Voie lactée, ces endroits sont mathématiquement coupés de nous. Et cependant, une lueur d'espoir ou une objection peut surgir dans un coin de ton esprit. Ne pouvons-nous pas aller plus vite, demandes-tu? Une civilisation suffisamment avancée, avec des millions d'années d'avance sur nous, ne pourrait-elle pas construire un moteur, une technologie pour raccourcir cette distance? Voyager est peut-être lent, mais la vitesse de la lumière est bien plus rapide. Peut-être que la solution est la vitesse. C'est exactement ici que nous rencontrons une deuxième barrière, bien plus impitoyable, bien plus destructrice que la distance, et qui montre le visage le plus dur des lois de la physique. La vitesse a un prix, et ce prix ne se paie pas seulement avec du carburant, mais avec quelque chose qui bouleversera tous les équilibres de l'univers. Et ce prix ne peut pas être payé simplement avec un réservoir de carburant plus grand ou un moteur plus efficace, car la vitesse n'est pas gratuite dans l'univers. En fait, la vitesse est le luxe le plus cher de l'univers. Quand tu veux accélérer un objet, les lois de la nature se dressent devant toi et disent « Tu dois payer l'énergie pour cela ». La distance est un obstacle passif. Elle reste juste là et t'attend. Mais dès que tu veux augmenter la vitesse, c'est-à-dire franchir cette distance dans une durée compatible avec une vie humaine, la physique commence à te facturer une note astronomique. Cette facture est si élevée qu'elle mettrait en faillite les budgets énergétiques des civilisations. C'est ici que nous rencontrons le mur de l'énergie. C'est le deuxième grand gardien qui rend le voyage interstellaire impossible. Supposons que nous devions atteindre au moins 10% de la vitesse de la lumière pour aller à Alpha du Centaure. Cela signifie environ 108 millions de kilomètres par heure, des centaines de fois plus vite que l'objet le plus rapide fabriqué par l'homme. Même à cette vitesse, le voyage dure 42 ans. Mais le vrai problème n'est pas la durée. C'est l'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse. Combien d'énergie faut-il pour propulser ne serait-ce qu'une petite sonde robotique? Par exemple, un véhicule de la taille d'une voiture de 1000 kg. À cette vitesse, les chiffres sont effrayants. Exactement 450 quadrillions de joules. Ce nombre seul peut rester abstrait. Alors, traduisons-le dans le monde réel. 450 quadrillions de joules équivalent à l'énergie totale produite par une immense centrale nucléaire fonctionnant à pleine capacité, sans arrêt, pendant 14 ans. Tu dois dépenser en un instant le travail de 14 années d'une installation gigantesque coûtant des milliards de dollars et éclairant des milliers de foyers, juste pour accélérer une seule sonde. En d'autres termes, cette quantité d'énergie est environ 7000 fois supérieure à la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Tu dois faire tenir 7000 explosions nucléaires derrière une seule petite boîte métallique. Et n'oublie pas, cette énergie est juste pour y aller. Si tu veux t'arrêter une fois arrivé, tu dois dépenser à nouveau la même quantité d'énergie pour freiner. Donc, le coût vient de doubler, 14 000 bombes atomiques. Juste pour pouvoir dire bonjour aux voisins. Mais quelqu'un dira sûrement, nous trouverons un meilleur carburant. La solution favorite de la science-fiction, l'antimatière, la source d'énergie la plus dense et la plus puissante de l'univers. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, 100% de la masse se transforme en énergie. Alors que les fusées chimiques fonctionnent avec une efficacité de 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1%, l'antimatière fonctionne à 100%. Cela semble être la solution parfaite. Non. Mais l'univers nous joue ici aussi une blague cruelle, car produire de l'antimatière est la tâche la plus difficile et la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité. Sais-tu quelle est la quantité totale d'antimatière produite dans tous les accélérateurs de particules du monde au cours de l'histoire? Seulement 20 nanogrammes. 20 nanogrammes. Mais cette quantité est si petite que tu ne peux pas la voir à l'œil nu. C'est des milliards de fois plus léger qu'un grain de sel. Si tu rassemblais toute l'antimatière produite jusqu'à présent, elle disparaîtrait sur la pointe d'une aiguille. Or, pour envoyer cette petite sonde vers l'étoile la plus proche, nous avons besoin d'environ 500 kg d'antimatière. Où sont les 20 nanogrammes? Et où sont les 500 kg? Avec la technologie d'aujourd'hui, le coût de production d'un seul gramme d'antimatière est d'environ 25 trillions de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut annuel des États-Unis. Donc, pour un seul gramme de carburant, tu dois mettre en faillite l'économie mondiale. Et nous parlons de tonnes. Ce n'est pas un problème de « nous n'avons pas encore réussi », c'est la façon dont les mathématiques disent « vous ne pouvez pas ». C'est pourquoi cette règle cruelle appelée l'équation de la fusée entre en jeu. Chaque gramme de carburant que tu emmènes dans l'espace ajoute de la masse au vaisseau. Plus de masse nécessite plus de carburant pour la pousser. Ce carburant ajouté crée aussi de la masse, et il faut encore plus de carburant pour le pousser. C'est comme un serpent qui se mange la queue. La quantité de carburant chimique nécessaire pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière est supérieure au nombre de tous les atomes dans l'univers observable. Ce n'est pas une exagération. C'est la croissance exponentielle de l'équation de la fusée. Par conséquent, peu importe ton intelligence, peu importe ton avancement, les lois de la thermodynamique s'appliquent aussi à toi. Là, l'énergie est le deuxième mur infranchissable. Mais l'obstacle le plus patient, le plus insidieux et le plus destructeur n'est pas encore entré en scène. Tu as accepté la distance, tu as résolu l'énergie d'une manière ou d'une autre. Peut-être en absorbant toute la puissance d'une étoile. Le vaisseau est prêt? Les moteurs tournent. Maintenant, tu as en face de toi le troisième et plus grand ennemi, le temps. Car le voyage spatial ne se déroule pas seulement au loin, il se déroule aussi dans le passé et dans le futur. Même aller à l'étoile, la plus proche, est un processus qui dépasse une vie humaine. L'équipage d'un vaisseau voyageant à 10% de la vitesse de la lumière aura vieilli de 42 ans en arrivant à Alpha du Centaure. À leur retour, tous ceux qu'ils ont laissés sur Terre seront morts, leurs petits-enfants auront vieilli. C'est le meilleur scénario. Que se passe-t-il si tu veux aller dans les profondeurs de la galaxie, vers une étoile à 1000 années-lumière, à 10% de la vitesse de la lumière? Ce voyage dure 10 000 ans. 10 000 ans. Aucun empire, aucune religion, aucune langue dans l'histoire de l'humanité n'est restée inchangée aussi longtemps. Il y a 10 000 ans, nous n'avions même pas encore inventé l'écriture. La révolution agricole commençait à peine. Maintenant, imagine une communauté enfermée dans un vaisseau, essayant de survivre pendant 10 000 ans. Ce vaisseau n'est pas un véhicule d'exploration. C'est une prison. Des gens qui naissent, vivent et meurent dans cette boîte métallique, génération après génération, par les arrière-petits-enfants qui ne voient jamais la destination, qui ne connaissent la Terre qu'à travers les légendes. Durant cette période, la structure sociale dans le vaisseau s'effondre. La langue change.
Le but de la mission est oublié. Peut-être que ceux dans le vaisseau développent une nouvelle religion qui nie même le fait qu'il existe un univers à l'extérieur. Pire encore, il y a la réalité du délai de communication. Si tu envoies le message « Attention » à un vaisseau à 1000 années-lumière, il faut 1000 ans pour que ce message arrive. La réponse mettra encore 1000 ans. Pour une seule question, comment allez-vous? Et sa réponse, tu dois attendre 2000 ans. Ce n'est pas un dialogue, ce sont des bouteilles jetées dans l'océan du temps. La civilisation émettrice aura peut-être disparu bien avant que la réponse n'arrive. C'est pourquoi le voyage interstellaire n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est un problème de biologie, de sociologie et d'existence. Est-il rationnel pour une civilisation de dépenser toutes les ressources de sa planète pour une mission dont elle ne verra jamais le résultat, dont elle ne recevra jamais de nouvelles? C'est là que le paradoxe se verrouille. L'univers permet à la vie d'émerger. Mais il empêche cette vie de se toucher, voire de s'entendre. La distance nous sépare. L'énergie nous limite. Le temps nous efface. Et si nous nous trompions? Et s'il y avait un moyen de contourner toutes ces lois physiques? Les scientifiques cherchent une fissure dans ces murs depuis des années. Et les études théoriques récentes murmurent qu'il pourrait y avoir des chemins truqués. Moteur à distorsion? Trou de verre? Un voyage plus rapide que la lumière? Sont-ce seulement des rêves d'Hollywood? Ou de véritables tunnels d'évasion cachés dans les profondeurs de la physique? Les nouvelles équations apparaissant sur les tableaux des physiciens pourraient-elles contenir une étrange possibilité au sein de cette impossibilité? Et à ce moment précis, ce grand argument qui nourrit nos espoirs entre en scène. La distance est terrible, l'énergie est chère, le temps est impitoyable, nous l'acceptons. Mais l'esprit humain cherche immédiatement une échappatoire et formule cette phrase. Nous sommes primitifs, eux sont avancés. Peut-être que pour une civilisation ayant des millions d'années d'avance sur nous, ces obstacles sont aussi simples que de traverser l'océan pour nous. Peut-être ont-ils trouvé un moyen de plier les lois de la physique, et que cette pensée est réconfortante, humble, et promet des possibilités illimitées. Mais, quand les physiciens mettent cet argument sur la table et vérifient les chiffres, le résultat qu'ils trouvent n'est pas une libération, mais un choc bien plus grand, car l'univers ne change pas ses règles en fonction de l'intelligence ou de l'ancienneté technologique. La première grande déception se cache dans cette immense classification énergétique appelée l'échelle de Kardashev. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a classé les civilisations selon leur utilisation de l'énergie. Une civilisation de type 1 utilise toute l'énergie solaire tombant sur sa planète. Cela signifie environ 10 puissance 16 watts. Une civilisation de type 2 capture toute l'énergie de son étoile, soit une puissance de 4 fois, 10 puissance 26 watts. Là, le type 3 contrôle l'énergie de toute la galaxie, soit 4 fois 10 puissance 36 watts. Les chiffres donnent le vertige. Imaginez qu'une civilisation de type 2 puisse produire en une seconde des milliards de fois plus d'énergie que ce que nous produisons sur toute notre planète en un an. Avec cette puissance, le voyage interstellaire devrait être un jeu d'enfant. Il devrait l'être. Mais la physique dit non, car l'abondance d'énergie ne réduit pas le coût de la physique. C'est comme être riche qui ne baisse pas le prix du pain. Tu peux juste acheter plus de pain. La quantité minimale d'énergie nécessaire pour propulser 1 kilogramme de masse à 10% de la vitesse de la lumière est fixée par les équations d'Einstein. 4,5 fois 10 puissance 14 joules.
Mais ce prix de base est le même quand tu allumes un feu dans une grotte ou quand tu construis une sphère de Dyson autour d'une étoile. Une civilisation de type 2. Même en utilisant toute la puissance d'une étoile, verrait que construire une flotte de vaisseaux approchant la vitesse de la lumière engloutirait une partie mesurable et gigantesque de l'énergie de cette étoile. Les lois de la thermodynamique ne leur font pas de réduction. Avoir un plus gros budget ne signifie pas que la facture est payable. Ils peuvent envoyer des dizaines, des centaines de vaisseaux, mais chaque vaisseau reste soumis au même mur de la vitesse de la lumière, à la même dilatation du temps, au même bombardement de radiation cosmique. Le mur de l'énergie ne tombe pas. On jette juste plus d'argent dessus. Mais le mur reste là. Mais ensuite, en 1994, le physicien Miguel Alcubierre a publié ce célèbre article qui a fait l'effet d'une bombe en physique théorique. Le moteur à distorsion. Aller plus vite que la lumière était impossible. Oui. Mais, et si au lieu de déplacer le vaisseau, nous déplacions l'espace autour du vaisseau? Les équations d'Alcubierre étaient mathématiquement cohérentes avec la relativité générale. En contractant l'espace devant le vaisseau et en l'étendant derrière, on pouvait aller plus vite que la lumière comme un surfeur sur une vague. La science-fiction semblait devenir réalité. L'humanité s'est excitée. Les journaux ont fait les gros titres. Mais, quand les physiciens ont regardé l'autre côté de l'équation, ils ont vu cette annotation impitoyable posée par la nature. C'est le carburant nécessaire pour faire fonctionner ce moteur était quelque chose qui n'existait pas dans l'univers. La densité d'énergie négative, ce n'est pas seulement l'absence, c'est un type de matière exotique qui est moins que le néant et qui repousse gravitationnellement. Il n'y a aucune preuve qu'une telle matière existe dans l'univers. Elle n'a pas pu être produite en laboratoire. Elle n'a pas été observée dans la nature. Mais supposons qu'elle existe. Selon les premiers calculs d'Alcubierre, la quantité d'énergie négative nécessaire pour transporter juste un petit vaisseau était supérieure à toute la masse énergie de l'univers observable. Des améliorations ultérieures ont réduit cette quantité à la masse de Jupiter. Jupiter. Tu dois donc transformer une planète d'environ 1,9 fois 10 puissance 27 kg en pure énergie. Et cette énergie doit être d'un type qui n'existe pas et qui semble physiquement impossible. Ce n'est pas un défi d'ingénierie, c'est la page du livre de géométrie de l'univers où il est écrit « zone interdite ». Pire encore, si d'une manière ou d'une autre, tu fabriques ce moteur, tu violes le principe de causalité. Selon la théorie de la relativité restreinte, voyager plus vite que la lumière crée des paradoxes équivalents à voyager dans le passé. Si tu peux aller plus vite que la lumière et revenir, tu pourrais revenir avant d'être parti. Cela détruit la relation cause-effet. L'univers semble empêcher le voyage dans le temps et donc le mouvement supraluminique par un mécanisme connu sous le nom de conjecture de protection chronologique. Les moteurs à distorsion, les trous de verre. Tout cela est possible sur le papier, mais n'est qu'un mirage dans la réalité. Les trous de verre s'effondrent sur eux-mêmes en une fraction de milliardième de seconde, avant même qu'un photon ne puisse passer. Pour les garder ouverts, il faut encore cette impossible énergie négative. La nature n'aime pas les raccourcis. La nature n'accepte pas la triche. Alors, il reste un dernier espoir. Les sondes de von Neumann. Des robots qui se répliquent d'eux-mêmes. Pas d'équipage vivant, pas de retour, pas de limite de temps. Une civilisation envoie un seul robot vers l'étoile la plus proche.
Le robot mine les astéroïdes là-bas et fabrique 2 copies de lui-même. Ces 2 copies vont vers d'autres étoiles. En font 4, avec cette croissance exponentielle. Même à une vitesse de tortue, comme 1% de la vitesse de la lumière. Toute la galaxie devrait être remplie de robots en 10 millions d'années. La Voie lactée a 13 milliards d'années. Si une seule civilisation avait fait cela, nous devrions voir leurs robots partout en ce moment. Où sont-ils ? Pourquoi n'y a-t-il pas de machines extraterrestres minant dans notre système solaire ? La réponse se cache dans le tueur le plus insidieux de l'univers, l'entropie, la 2e loi de la thermodynamique. Le désordre augmente toujours. Une machine qui se réplique elle-même ne peut pas faire une copie parfaite. À chaque génération, à chaque copie, à chaque nouvelle usine, des erreurs microscopiques se produisent. Des mutations. Imagine un logiciel copié des trillions de fois sur 1 million d'années. La définition de la mission originale se corrompt. Les systèmes de navigation déraillent, les erreurs de production s'accumulent. Après quelques milliers de générations, ces sondes ne sont plus des véhicules d'exploration. Elles deviennent des amas de métal défectueux qui ne savent pas ce qu'ils font, dont le but a été effacé, qui peut-être se mangent entre eux. Les radiations détruisent les circuits électroniques. La poussière cosmique aveugle les capteurs. 10 millions d'années est une durée impossible pour le fonctionnement d'une machine. La civilisation qui les a envoyés a disparu depuis longtemps. Les robots, eux, deviennent des fossiles défectueux dérivant dans l'obscurité de la galaxie, collectant des données que personne ne lira. Voilà la plus grande découverte. La technologie avancée ne peut pas vaincre la physique. L'échelle de Kardashev, les moteurs à distorsion. Les robots autoréplicateurs. Ce sont tous des mythes modernes, produits par l'esprit humain pour supprimer la peur ressentie face à l'immensité de l'univers. La physique a érigé 3 murs infranchissables pour empêcher une civilisation à des trillions de kilomètres de venir ici. La vitesse de la lumière, le coût énergétique et la destructivité du temps. Même si tu es une civilisation de type 3, aller à l'autre bout de la galaxie prend des millions d'années. Et en ces millions d'années, il ne reste ni vaisseau, ni équipage, ni l'Empire qui t'a envoyé. Mais toutes ces impossibilités, tout ce silence et cette désolation, ne murmurent-ils pas, en fait, une vérité beaucoup plus profonde, beaucoup plus philosophique et peut-être beaucoup plus effrayante, ainsi personne ne peut venir. Si tout le monde est prisonnier de son étoile, alors ce sentiment de solitude que nous ressentons en regardant le ciel nocturne n'est pas une illusion, mais l'univers lui-même. Et ce sentiment de solitude est peut-être le plus grand cadeau de l'univers. Car sur cette ligne fine entre la peur et l'admiration, il y a un autre scénario impossible, caché dans le silence. Si les extraterrestres ne peuvent pas venir physiquement, peut-être ont-ils trouvé un moyen d'envoyer leur message. Peut-être que ce ne sont pas les vaisseaux, mais les signaux qui voyagent. Mais cet espoir aussi se heurte à un mur mathématique impitoyable appelé le paradoxe de la communication. Les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière, c'est vrai, et à mesure que la distance augmente, la puissance du signal diminue. Et pas linéairement, mais au carré. C'est une paire de ciseaux invisibles qui coupent les lignes de communication de l'univers. La puissance d'un signal radio est soumise à la loi de l'inverse du carré. À mesure qu'on s'éloigne de la source, le signal se propage sous forme de sphère et la quantité d'énergie en chaque point chute rapidement. Si tu doubles la distance, le signal s'affaiblit 4 fois. Si tu la triples, 9 fois. Si tu la quadruples, 16 fois.
Cela signifie que même à quelques centaines d'années-lumière, les émissions les plus puissantes se transforment en chuchotements. La Terre émet des ondes radio vers l'espace depuis plus de 100 ans, du discours de Hitler aux Jeux Olympiques jusqu'aux épisodes de I Love Lucy. Tout voyage dans l'espace. Mais ces émissions ne sont actuellement détectables que dans une bulle d'environ 100 années-lumière de rayon. Cette bulle est un point microscopique à côté des 100 000 années-lumière de diamètre de la Voie lactée. Pire encore, ces signaux se sont tellement affaiblis qu'il est presque impossible de les distinguer du rayonnement de fond. L'univers n'est pas silencieux. Les étoiles, les pulsars, les quasars et le fond diffus cosmologique restant du Big Bang remplissent l'espace d'un bruit blanc constant. Une civilisation extraterrestre doit filtrer ce faible signal de télévision venant de la Terre dans cet immense océan de bruit cosmique. C'est comme essayer d'entendre depuis la rive le son d'un caillou jeté à la mer depuis un navire au milieu de l'océan. Ce n'est pas physiquement impossible, mais c'est pratiquement proche de l'impossible. Pour qu'ils puissent nous détecter, ils devraient utiliser non pas un émetteur semblable au nôtre, mais un émetteur inimaginablement puissant qui concentre toute l'énergie du Soleil. Mais, disons qu'ils l'ont fait. Disons qu'ils ont construit cet émetteur impossible et nous ont envoyé un bonjour. C'est alors que nous faisons face à la plus grande blague du temps, le problème de simultanéité. L'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre a 4,5 milliards d'années. L'humanité n'est ici que depuis 200 000 ans. La durée pendant laquelle nous avons la technologie radio, seulement 100 ans. Et ce n'est même pas un clignement d'œil dans le calendrier cosmique. Combien de temps faut-il pour qu'une civilisation naisse, se développe, produise de la technologie, puis disparaisse? Peut-être 10 000 ans, peut-être 100 000 ans. Dans l'histoire de la Voie lactée, des millions de civilisations ont pu aller et venir. Mais aucune n'a peut-être existé en même temps. Imagine 2 bougies. Elles se trouvent aux 2 extrémités opposées d'une immense cathédrale sombre. L'une s'allume, brille pendant 10 secondes et s'éteint. 100 ans plus tard, la bougie à l'autre bout s'allume, brille 10 secondes et s'éteint. Les 2 ont existé. Les 2 ont émis de la lumière. Mais elles n'ont jamais brûlé en même temps. Elles ne se sont jamais vues. C'est exactement la situation dans la Voie lactée. Le temps est si profond que les civilisations se ratent. Nous sommes ici maintenant. Nous écoutons. Mais peut-être que ceux qui nous appellent ont disparu il y a 1 million d'années. Leurs signaux passent peut-être à côté de la Terre en ce moment. Mais il ne reste personne pour répondre. Ou bien une civilisation qui émergera 1 million d'années après nous écoutera notre silence d'aujourd'hui. Ce scénario apporte avec lui la théorie du grand filtre. Peut-être que l'univers ne permet pas à la vie intelligente de survivre longtemps. Peut-être que chaque civilisation, lorsqu'elle progresse assez pour découvrir le voyage interstellaire, se détruit avec sa propre technologie. Guerre nucléaire, catastrophe de l'intelligence artificielle, effondrement écologique. Donc, si la vie de chaque civilisation est courte, alors la chance que 2 civilisations communiquent en même temps est proche de 0. La réponse à la question « Où est tout le monde ?» du paradoxe de Fermi est peut-être très simple. Tout le monde est mort ou n'est pas encore né. Le temps n'est pas seulement une mesure de distance, c'est aussi le cimetière des civilisations. Et enfin, la biologie elle-même se dresse comme un obstacle. Nous n'avons pas évolué pour le voyage spatial. Nos corps sont optimisés pour la gravité 1G de la Terre, la pression atmosphérique et la protection du champ magnétique.
L'espace est hostile à la biologie. En gravité zéro, les os fondent, les muscles s'atrophient, le globe oculaire change de forme. Le système immunitaire s'effondre. Ces choses sont gérables dans des missions courtes. Et Maze. Dans un voyage qui durera des générations, le corps humain ne peut pas le supporter. Notre structure génétique se déchire sous le rayonnement cosmique. Nos mécanismes de réparation de l'ADN ne peuvent pas faire face aux particules à haute énergie dans l'espace. Imagine un enfant né dans un vaisseau générationnel. Il n'a jamais ressenti la gravité. Ses os sont moitié moins denses que ceux sur Terre. Son cœur fait si peu d'efforts pour pomper le sang que s'il posait le pied sur Terre. Il serait écrasé sous son propre poids. Cet enfant est-il encore humain ou une nouvelle espèce adaptée à l'environnement spatial? S'ils arrivent à destination et que la gravité de cette planète est comme celle de la Terre, ils ne pourront même pas descendre du vaisseau. Ils seront prisonniers. Le voyage interstellaire n'est pas seulement un travail de transport technique, c'est un processus qui change l'espèce et réécrit la biologie. C'est peut-être pour cela que les extraterrestres ne viennent pas. Car quand ils arrivent, ils ne sont plus les extraterrestres qui sont partis. L'évolution les transforme en êtres compatibles avec le vide spatial, incapables de vivre à la surface d'une planète. C'est pour cela que le ciel est silencieux. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'ovnis. C'est pour cela que nos radiotélescopes n'entendent que des grésillements. Les lois de l'univers semblent conçues pour garantir la solitude. Distance, énergie, temps, entropie, biologie. Chacun est un verrou distinct. Chacun est un mur distinct. Nous sommes entre ces murs, sur notre petite bille bleue, criant vers le vide de trillions de kilomètres. Y a-t-il quelqu'un? Pas de réponse. Mais ce silence ne doit pas forcément être effrayant. Peut-être que ce silence est un avertissement nous rappelant à quel point ce que nous avons est rare, fragile et précieux. Mais comment ça marche? Comment ces distances immenses de l'univers, ces coûts énergétiques impitoyables et le flux inarrêtable du temps empêchent-ils exactement le voyage interstellaire en pratique? Par quel mécanisme? Maintenant, nous devons ralentir un peu le tempo et regarder de plus près les détails techniques de ces barrières cosmiques. Comment tournent les engrenages de la physique et pourquoi même les esprits les plus brillants restent impuissants face à ces équations? Car le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Et ces détails possèdent une précision fascinante, mais aussi complexe, qu'on ne peut écarter en disant simplement « c'est difficile ». Premièrement, nous devons mettre sur la table la tyrannie de l'équation de la fusée, c'est-à-dire l'équation de Tsiolkovsky. C'est la loi fondamentale du voyage spatial et elle explique pourquoi un plus grand réservoir de carburant ne résout pas le problème, mais est au contraire le problème lui-même. La logique est la suivante. Tu as besoin de carburant pour accélérer une fusée. Mais ce carburant a aussi une masse. Par conséquent, tu as besoin de carburant supplémentaire pour transporter ce carburant. Pour transporter ce carburant supplémentaire, il faut encore plus de carburant. Et donc c'est un cycle infini, comme un serpent qui se mange la queue. Dans les fusées chimiques, la vitesse d'éjection est d'environ 4,5 km par seconde. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. La différence est si grande qu'atteindre même 1% de la vitesse de la lumière avec une fusée chimique est mathématiquement impossible, car la quantité de carburant nécessaire augmente de façon exponentielle par rapport à la masse de la fusée. Par exemple, pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière avec les moteurs chimiques actuels,
tu aurais besoin de plus de carburant qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Ce n'est pas une exagération, c'est la nature impitoyable de la fonction exponentielle. À partir d'un certain point, pour chaque gramme de charge utile, il faut des trillions de tonnes de carburant. C'est comme construire un navire des milliards de fois plus lourd qu'une lettre juste pour envoyer cette lettre sur l'autre rive. Au-delà de l'inefficacité, cela devient une structure physiquement impossible à construire. Même les systèmes de propulsion nucléaire thermique ou de propulsion nucléaire pulsée, proposés pour surmonter ce problème, ne peuvent qu'étirer un peu les limites de cette équation fondamentale. Les moteurs nucléaires peuvent doubler ou tripler la vitesse d'éjection. Cela peut réduire le voyage dans le système solaire à l'échelle de mois, mais reste insuffisant dans le vide interstellaire. Pas même des conceptions folles comme le projet Orion, qui fournit une poussée en faisant exploser des bombes atomiques derrière le vaisseau, peuvent à peine atteindre 3 à 5% de la vitesse de la lumière. Et ces conceptions nécessitent des vaisseaux de millions de tonnes et des milliers d'ogives nucléaires. L'équation de la fusée est la façon dont l'univers nous dit « tu ne peux pas aller plus loin ». Tout vaisseau transportant son propre carburant finit tôt ou tard par s'écraser contre ce mur. Le deuxième grand mécanisme est la friction du milieu interstellaire. L'endroit que nous appelons le vide spatial n'est en fait pas totalement vide. Il y a en moyenne un atome par centimètre cube. C'est des milliards de fois plus vide que la meilleure chambre à vide sur Terre. Mais ce n'est pas zéro. Et quand tu atteins un pourcentage important de la vitesse de la lumière, ce gaz raréfié se transforme soudainement en un mur mortel. Imagine un vaisseau voyageant à 10% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, tu parcours 30 000 km par seconde. Ces quelques atomes d'hydrogène devant toi frappent la coque du vaisseau à une vitesse relative incroyable. Ces collisions signifient que chaque atome bombarde le vaisseau avec des millions d'électronvolts d'énergie. C'est comme si la surface avant du vaisseau restait en permanence à l'intérieur d'un accélérateur de particules à haute énergie. Ce bombardement continu érode les matériaux au niveau atomique, détruit la structure cristalline du métal et empoisonne l'équipage en émettant des radiations. Et pire encore, il y a aussi des grains de poussière microscopiques dans l'espace. Quand un grain de poussière d'1 milligramme frappe un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière, il libère une énergie équivalente à la puissance explosive d'environ 100 kg de TNT. C'est suffisant pour ouvrir un cratère géant dans la coque du vaisseau. Et durant un voyage interstellaire, la probabilité que de telles collisions se produisent n'est pas peut-être, c'est certain. C'est pourquoi un vaisseau stellaire doit avoir des plaques de blindage super denses de centaines de mètres d'épaisseur à l'avant. Mais ce blindage ajoute une masse énorme au vaisseau. Que se passe-t-il quand la masse augmente? Nous revenons à l'équation de la fusée. Plus de masse, plus de carburant, plus de carburant, plus de masse. C'est le cycle cauchemardesque de l'ingénierie. Chaque solution que tu ajoutes pour résoudre un problème agrandit encore plus le problème précédent. Le troisième mécanisme est les voiles laser ou les systèmes de propulsion par rayon. Cette idée repose sur le principe de ne pas transporter le carburant dans le vaisseau. C'est le seul moyen de contourner l'équation de la fusée. Un immense réseau de lasers est installé sur Terre ou en orbite solaire. Ces lasers se concentrent sur la voile géante du vaisseau dans l'espace et accélèrent le vaisseau avec la force de pousser des photons. Pas de carburant, pas d'équation de fusée. Ça semble génial, non? Mais, ici aussi, la limite de diffraction, c'est-à-dire le problème de dispersion de la lumière, entre en jeu.
Même un rayon laser ne va pas tout droit indéfiniment, car il s'élargit avec la distance. Pour envoyer une voile vers Alpha du Centaure à 4 années-lumière, le rayon laser doit rester concentré sur la voile pendant des trillions de kilomètres. Pour faire cela, le diamètre du laser émetteur doit être de plusieurs kilomètres, peut-être des milliers de kilomètres. Nous parlons de construire une lentille de la taille de la Terre ou un réseau laser de milliers de kilomètres. Le problème encore plus grand est le freinage. Le laser ne fait que pousser. Il ne peut pas tirer. Tu as propulsé le vaisseau à 20% de la vitesse de la lumière. Super. Mais comment s'arrêtera-t-il une fois arrivé? Il y a un laser qui le pousse derrière lui, mais rien devant pour le ralentir. Le vaisseau passe à côté de l'étoile cible en moins d'1 seconde et est projeté vers l'infini. Pour s'arrêter, il faudrait que le même système laser géant soit installé sur l'étoile cible. Mais personne n'y est allé pour installer le système. Ce paradoxe transforme les voiles laser en mission suicide, à sens unique, sans retour et sans arrêt. Des initiatives comme le projet Breakthrough Starshot prévoient pour cette raison d'envoyer non pas des vaisseaux habités, mais des micropuces pesant quelques grammes. Car il n'existe pas encore de moyens dans les limites de la physique pour arrêter un vaisseau transportant un humain avec cette méthode. Le 4e mécanisme, et peut-être le moins discuté, est la gestion de la chaleur. L'espace est froid. Oui. Mais le vide est aussi un isolant parfait. Il n'y a pas d'air pour conduire la chaleur. Un vaisseau ne peut évacuer la chaleur provenant de son électronique, de son équipage et de son réacteur nucléaire que par rayonnement. C'est un processus très lent. Quand tu atteins des vitesses interstellaires, la friction avec le milieu interstellaire et le fonctionnement des moteurs produisent des quantités énormes de chaleur résiduelle. Si tu ne peux pas évacuer cette chaleur assez vite, le vaisseau cuit de l'intérieur. Les lois de la thermodynamique disent que tu as besoin d'immenses surfaces de radiateurs pour évacuer la chaleur. Ces radiateurs doivent être des structures fragiles, s'étendant sur des kilomètres hors de la coque du vaisseau. Mais, en même temps, le vaisseau doit être blindé et compact pour se protéger des grains de poussière et des radiations. Ces deux nécessités se contredisent. Si tu caches les radiateurs derrière le blindage, tu ne peux pas évacuer la chaleur. Si tu les sors, Mastat, ils sont détruits au premier grain de poussière. Le problème de la chaleur devient critique, surtout avec les moteurs à haute énergie comme l'antimatière ou la fusion. L'efficacité d'un moteur ne peut jamais être de 100%. Disons que tu as fabriqué un moteur à antimatière efficace à 99%, ce qui est miraculeux. Ce 1% d'énergie perdue se transforme en chaleur à l'intérieur du vaisseau. L'énergie des réactions d'antimatière est si élevée que même ce 1% de chaleur résiduelle suffit à vaporiser le vaisseau en quelques secondes. Donc, plus ton moteur est puissant, plus le risque de te fondre toi-même augmente. C'est le paradoxe de l'efficacité. Car tu fabriques un moteur plus puissant pour aller plus vite. Le moteur plus puissant produit plus de chaleur. Pour évacuer la chaleur, il faut un plus grand radiateur. Plus grand radiateur signifie plus de masse. Et hop, tu retournes à l'équation de la fusée. Tous ces mécanismes, l'équation de la fusée, la friction du milieu, la diffraction laser et la gestion thermodynamique de la chaleur, sont comme des verrous imbriqués. Même si tu en ouvres un, l'autre reste fermé. Si tu résous le carburant, le problème du blindage surgit. Si tu résous le blindage, Ariya, le problème de la chaleur surgit. Si tu résous la chaleur, le problème du freinage surgit. L'univers semble avoir posé un piège à chaque coin pour nous emprisonner dans notre système solaire. Mais
l'histoire ne finit pas là, car ces obstacles techniques ne concernent que le vaisseau. Et qu'en est-il de la cargaison à l'intérieur de ce vaisseau ? C'est-à-dire les organismes biologiques vivants ou les cerveaux électroniques sensibles. Quand le voyage dure des milliers d'années, non seulement l'ingénierie, mais aussi la biologie et l'intégrité des données commencent à heurter leurs propres murs impossibles. Et cette cargaison n'est pas seulement du métal et du plastique. Cette cargaison est la structure la plus complexe, la plus fragile et la plus exigeante de l'univers. La vie elle-même. Supposons que tu as résolu les problèmes d'ingénierie. Tes moteurs sont parfaits, ton carburant illimité, ton blindage impénétrable. Maintenant, un mur biologique se dresse devant toi, qu'aucune équation physique ne peut résoudre seule. Car le corps humain est conçu depuis 3,8 milliards d'années d'évolution pour un seul but: survivre à la surface de la Terre. Sous un jet de gravité, sous la protection d'une atmosphère épaisse et dans le cycle régulier du Soleil. Dès que tu supprimes ces conditions, le corps humain n'est pas une machine spatiale, il se transforme en une panne organique qui se détériore rapidement. Le premier grand mécanisme biologique est la dégénérescence en microgravité. La gravité n'est pas seulement une force qui nous plaque au sol, c'est un signal fondamental qui détermine la densité de nos os, la force de nos muscles, le rythme de notre cœur et même la forme de nos yeux. Dans l'espace, quand il n'y a pas de gravité, le corps dit « Je n'ai plus besoin d'os aussi solides » et lance le processus de fonte osseuse. Les astronautes perdent 1% à 1,5% de masse osseuse par mois. Bien qu'ils fassent du sport des heures chaque jour dans la Station spatiale internationale. C'est une perte 10 fois plus rapide que chez les patients atteints d'ostéoporose sur Terre. Dans des missions de quelques mois, c'est gérable. Mais dans un voyage qui durera des décennies, voire des siècles, les os deviennent si fragiles qu'un simple éternuement peut briser une côte. Les muscles cardiaques s'affaiblissent car ils n'ont pas à lutter contre la gravité pour pomper le sang. Le globe oculaire s'aplatit à l'arrière et des troubles visuels permanents apparaissent. Le système immunitaire est confus et devient incapable de réagir même aux infections les plus simples. Les enfants nés dans un vaisseau durant des générations n'auront jamais vu la gravité. Leur structure squelettique ressemblera plus à celle d'un extraterrestre fragile qu'à celle d'un humain selon les standards terrestres. Quand ils arriveront à la planète cible, si cette planète a la taille de la Terre, il leur sera impossible de descendre du vaisseau et de marcher. Ils seront écrasés sous leur propre poids. Pour résoudre ce problème, on propose la gravité artificielle. Faire tourner le vaisseau sur son axe pour créer une force centrifuge. Tout comme l'eau ne se renverse pas quand tu fais tourner un seau attaché à une corde. Mais cela apporte aussi ses propres cauchemars d'ingénierie. Pour créer une force de 1 G confortable pour les humains, le diamètre du vaisseau doit être de plusieurs kilomètres. Alors, si tu fais tourner un petit vaisseau rapidement, les gens ont constamment le vertige et la nausée à cause de l'effet Coriolis. Construire un vaisseau de plusieurs kilomètres de diamètre nous ramène le problème de la masse, c'est-à-dire l'équation de la fusée. Biologie et physique deviennent ici aussi ennemis. La deuxième grande menace biologique est le rayonnement cosmique et les dommages à l'ADN. Sur Terre, 2 boucliers nous protègent, l'atmosphère et le champ magnétique. Dans l'espace, nous sommes nus. Les rayons cosmiques galactiques sont des particules subatomiques projetées par des explosions de supernovas et se déplaçant à une vitesse proche de la lumière. Elles sont si énergétiques qu'elles traversent la coque du vaisseau, le blindage et le corps humain comme des balles. En passant,
Elle brise les chaînes d'ADN et nos cellules peuvent réparer les dommages à l'ADN, mais ce mécanisme de réparation a évolué pour de faibles doses. Sous le bombardement constant dans l'espace, le mécanisme de réparation devient insuffisant. Les chaînes d'ADN brisées se recollent mal. Résultat, cancer, mutations génétiques, lésions cérébrales et déclin cognitif. Même un voyage de 6 mois vers Mars augmente de 30% le risque de cancer à vie des astronautes. Dans un voyage interstellaire, l'équipage pourrait mourir de la maladie des rayons avant même d'arriver. Ou pire, les cellules reproductrices sont endommagées et les enfants naissent avec de lourdes anomalies génétiques. Pour empêcher cela, il faut des boucliers de plusieurs mètres d'épaisseur, faits de matériaux denses comme le plomb ou l'eau, Tramaze. Nous rentrons encore dans le même cycle maudit. Le bouclier est lourd. Un bouclier lourd demande plus de carburant. Plus de carburant signifie un plus gros vaisseau. La masse nécessaire pour protéger la biologie rend le vaisseau immobile. Certains théoriciens proposent le bouclier magnétique actif, créer un champ magnétique autour du vaisseau semblable à celui de la Terre. Cependant, la quantité d'énergie nécessaire pour rendre ce champ efficace est supérieure même à l'énergie requise pour déplacer le vaisseau. Tu restes sur place à cause de l'énergie dépensée pour te protéger des radiations. Le troisième mécanisme, le plus insidieux, est le effondrement de l'écosystème fermé. Un vaisseau générationnel doit être une biosphère fermée autosuffisante. L'air, l'eau, la nourriture et les déchets doivent être recyclés avec une efficacité de 100%. Car tu ne peux rien prendre de l'extérieur et tu ne peux rien jeter dehors. Même une goutte d'eau est précieuse. Même un gramme de carbone ne doit pas être perdu. Sur Terre, la biosphère est immense et peut s'équilibrer elle-même. Mais dans un petit système fermé, l'équilibre est sur le fil du rasoir. L'expérience Biosphère 2 a douloureusement prouvé cette difficulté. Dans ce système fermé installé en Arizona, dans les années 90, 8 personnes ont vécu isolées du monde extérieur pendant 2 ans. Le résultat a été un désastre total. Les niveaux d'oxygène ont chuté, le dioxyde de carbone a augmenté, les insectes pollinisateurs sont morts. Les plantes ont séché et l'équipage s'est retrouvé au bord de la famine. Finalement, ils ont dû pomper de l'oxygène de l'extérieur. Dans un vaisseau stellaire, tu ne peux pas recevoir d'aide de l'extérieur. Si une espèce de bactérie mute et tue les plantes, tout le monde meurt. Si un filtre se bouche et que le cycle de l'eau se rompt, tout le monde meurt. Si l'équilibre des gaz dans l'atmosphère dévie de 1%, tout le monde meurt. Pendant des milliers d'années, des milliards d'interactions biologiques et chimiques complexes doivent rester dans un équilibre parfait. La loi de l'entropie rit de cela. La théorie du chaos appelle cela impossible. Dans un système fermé, il n'y a pas de marge d'erreur, mais la biologie est pleine d'erreurs. Et enfin, au-delà de tous ces problèmes techniques et biologiques, le plus grand obstacle est peut-être la désintégration psychosociale. Et l'esprit humain n'est pas conçu pour vivre des milliers d'années au milieu d'un néant infini, dans une boîte en métal, en regardant un paysage immuable et les mêmes visages. La structure sociale, dans un vaisseau générationnel, est coupée du monde extérieur, de l'histoire et du but. La première génération sait pourquoi elle est partie. La deuxième génération écoute les histoires de ses parents. Pour la 5e génération, la Terre est une légende. Pour la 10e génération, l'étoile cible est un point insignifiant. La 20e génération pourrait ne même pas croire qu'il y a un univers en dehors du vaisseau. Des révoltes éclatent dans le vaisseau.
Les groupes se séparent. La langue change. Le savoir technologique se perd. Le scénario de « Sa Majesté des mouches » se vit beaucoup plus vite et mortellement dans un vaisseau spatial, car il n'y a même pas d'île pour s'enfuir. Il n'y a que le vide froid et sombre et le bourdonnement des machines qui vous maintiennent en vie. Que faut-il pour assurer la stabilité sociale? Un régime autoritaire? Des humains conçus génétiquement pour être obéissants? Un lavage de cerveau? Quelle que soit la méthode choisie, la société qui en résulte ne sera pas cette société d'explorateurs libres, partis de la Terre. Pour atteindre les étoiles, il faudra peut-être renoncer à votre humanité. Et si vous renoncez à votre humanité, quel sens cela a-t-il que cette chose aille là-bas? Tous ces mécanismes, l'impasse du carburant de l'équation de la fusée, l'effet abrasif du milieu interstellaire, l'impossibilité thermodynamique de la gestion de la chaleur, l'effet de fonte des eaux de la microgravité, le pouvoir destructeur d'ADN des radiations, la fragilité de l'écosystème fermé et l'effondrement de la psychologie humaine. Quand tout cela s'additionne, le tableau qui apparaît n'est pas une difficulté, c'est une certitude. L'univers a mis en place, non pas un, mais des dizaines de mécanismes de sécurité pour empêcher le voyage interstellaire. Mais, malgré tout, ce tableau sombre, malgré tous ces obstacles qui semblent impossibles, il y a une lumière qui ne s'éteint pas dans les yeux des scientifiques, un espoir qui bat avec excitation dans leur cœur. Car les physiciens savent que même les règles les plus strictes de la nature laissent parfois, bien que très rarement, des portes dérobées inattendues. Et maintenant, ils sont sur le point d'entrouvrir l'une de ces portes. Car les études théoriques menées ces dernières années murmurent que le mot « impossible » pourrait n'être qu'une limite de notre connaissance actuelle. Qu'il pourrait y avoir des déchirures encore non découvertes dans le tissu de l'univers. Préparez-vous, car nous allons maintenant escalader la frontière la plus extrême de la science. Ce sommet vertigineux où l'imagination danse avec la réalité. Et maintenant arrive le vrai miracle. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, les fusées, les carburants, les eaux et les radiations, n'étaient que des débuts. C'étaient des ongles grattant la surface du problème. Mais, dans les profondeurs du monde scientifique, dans les coins silencieux des laboratoires et sur les tableaux noirs des physiciens théoriques, une nouvelle lueur d'espoir apparaît. Cette lumière pointe vers un seul concept capable de détruire toutes ces barrières impossibles, de réécrire toutes les équations et de porter l'humanité vers les étoiles. Ce concept est assez audacieux pour éclipser tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent et tout aussi bouleversant. Car cette fois, la question n'est pas seulement d'aller plus vite. La question est de manipuler le tissu de l'univers. Le premier moment épique est la possibilité de porter l'intrication quantique à l'échelle macroscopique. Einstein avait dédaigné cela en l'appelant « action fantôme à distance ». Mais il avait tort. Si la mécanique quantique nous a montré que des particules aux deux extrémités différentes de l'univers peuvent être liées par un fil invisible. Quand tu en changes une, l'autre change instantanément, quelle que soit la distance, quelle que soit la vitesse de la lumière, instantanément, 0 seconde. Cela ne signifie pas que l'information peut être transmise plus vite que la lumière, du moins selon l'interprétation standard. Mais SATS, les expériences menées ces dernières années montrent que cette limite pourrait être bien plus flexible qu'on ne le pensait. Les scientifiques chinois ont réussi à transmettre des photons intriqués sur une distance de 1200 km avec le satellite Missus. C'était un record mondial,
Une expérience faite auparavant sur une table de laboratoire se déroulait maintenant entre l'espace et le sol. Mais pourquoi est-ce si important ? Car si nous trouvons un moyen d'utiliser l'intrication pour le transfert d'informations, le problème du délai de communication appartient à l'histoire. Nous pourrions parler instantanément avec un vaisseau à 1000 années-lumière, comme s'il était dans la pièce à côté. Quand le vaisseau a un problème, les ingénieurs sur Terre peuvent intervenir instantanément. Le vaisseau cesse d'être un cercueil solitaire. Il devient une extension de la Terre. Des théories encore plus folles parlent de dépasser l'information pour la téléportation quantique. Copier non seulement l'information, mais l'état quantique de la matière d'un endroit à un autre. Si nous pouvons scanner un humain atome par atome et transférer son information via des particules intriquées vers une autre étoile, nous n'avons plus besoin de vaisseau. Nous devenons lumière. Nous devenons information. Nous sommes là-bas instantanément. Cela peut sembler de la pure science-fiction pour l'instant, mais les mathématiques derrière reposent sur les lois les plus fondamentales de la mécanique quantique. Et chaque jour, le record de distance d'intrication continue d'être battu. 1200 km aujourd'hui, demain 12 000, puis 12 millions, puis les étoiles. Le deuxième moment épique est la révolution de l'intelligence artificielle et des cyborgs. Nous avons accepté que la biologie ne peut pas survivre dans l'espace. Et si nous retirions la biologie de l'équation ? Télécharger le cerveau humain dans une machine ou créer génétiquement une nouvelle espèce hybride silicium-carbone, résistante au vide spatial. Cela élimine le problème du temps pour les voyages durant des milliers d'années. Une machine ne vieillit pas. Un esprit numérique ne s'ennuie pas. Il passe en mode veille, se réveille 10 000 ans plus tard et dit « Sommes-nous arrivés ?» C'est l'immortalité humaine est fondée sur le fait de créer des liens. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres pour nous voir dans le miroir. Penser que nous sommes seuls dans l'univers nous fait nous sentir comme un enfant orphelin. Pourquoi personne ne joue avec moi ? Demandons-nous. Cette solitude se transforme parfois en peur, parfois en colère. C'est peut-être ce sentiment d'abandon cosmique qui sous-tend le fait que nous nous battions les uns contre les autres au prix de détruire notre propre planète. Mais il y a une beauté immense, une force unificatrice cachée dans cette solitude. S'il n'y a personne dehors, si personne ne viendra, alors la seule chose que nous avons, c'est nous. Les autres humains sur cette planète, les autres êtres vivants, sont nos seuls parents cosmiques. Les frontières, les races, les religions et les idéologies perdent leur sens face à cette grande solitude. Le fait que les extraterrestres ne viennent pas nous oblige à nous serrer plus fort les uns contre les autres. Cette unité fragile que nous voyons en regardant le point bleu pâle de Carl Sagan est en fait la plus grande leçon que l'univers nous donne. Il n'y a personne d'autre que vous. Alors, prenez soin les uns des autres. La solitude ne nous sépare pas. Au contraire, elle nous unit en une seule famille humaine. Tu es aussi un membre indispensable de cette famille. Chez en regardant la personne à côté de toi, chaque rang, le chat dans la rue, l'arbre dans le jardin. Rappelle-toi qu'ils sont aussi des compagnons voyageant dans le même vaisseau que toi, dans cet univers immense, froid et silencieux. Ils sont aussi faits de poussière d'étoiles comme toi. Ils se réchauffent aussi sous le même soleil comme toi. Ils partagent aussi la même solitude comme toi. Ce destin commun est plus fort que toutes les séparations artificielles entre nous. Nous sommes seuls, mais nous sommes seuls ensemble. Et cette union est bien plus chaude.
bien plus réel qu'une fédération interstellaire. Le quatrième et dernier contraste est la limite de la connaissance et l'infinité de la curiosité. Les lois de la physique nous posent des limites. Tu ne peux pas dépasser la vitesse de la lumière. Tu ne peux pas inverser l'entropie. Tu ne peux pas créer de l'énergie à partir de rien. La science est la discipline qui nous dit ce que nous ne pouvons pas faire. Ces limites sont strictes, immuables et parfois décourageantes. Nous ne pouvons pas tout savoir. Nous ne pouvons pas aller partout. Nous ne pouvons pas tout faire. Cela semble tragique, car l'esprit humain cherche l'illimité. Nous sommes toujours curieux de ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Nous voulons faire ce qui est interdit. Nous voulons briser les murs. Le fait que l'univers nous dise « arrête-toi ici » nous semble être une chaîne entravant notre liberté. Nous avons l'impression que les limites de la science brisent les ailes de nos rêves. Mais ce qui est beau, c'est que si ces limites n'existaient pas, il n'y aurait pas non plus de découverte. Donc si nous pouvions tout faire, rien n'aurait de valeur. Si nous pouvions aller partout instantanément, le voyage n'aurait pas de sens. La difficulté est le goût de la réussite. L'impossibilité est la source de l'inspiration. Nous grandissons à mesure que nous repoussons ces limites. Nous cherchons de nouvelles portes à mesure que nous heurtons les murs de la physique. Notre curiosité est précieuse car elle dépasse les limites de la connaissance. Notre force ne réside pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans le fait que nous continuons d'essayer malgré ce que nous ne pouvons pas faire. Les limites ne nous arrêtent pas. Elles nous définissent et nous rendent plus créatifs, plus résilients, plus humains. Tu es aussi le porteur de cette curiosité, et cette déception que tu ressens en apprenant les limites de l'univers est en fait la preuve du feu de la découverte en toi. Tu es membre d'une espèce qui n'accepte pas. Tu as un esprit qui rêve malgré les limites, qui essaie malgré l'impossible. Et cette posture est plus forte même que les lois de la physique, car les lois régissent l'univers. Mais la curiosité comprend l'univers. Et comprendre est une forme d'existence supérieure à gouverner. Tous ces contrastes, être un petit point dans l'univers immense, prendre une courte respiration dans le temps infini, rester seul dans la galaxie peuplée et rêver librement au sein des lois strictes. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des compléments. La tristesse et l'espoir se créent l'un l'autre comme la nuit et le jour. Nous sommes des funambules marchant sur cet équilibre, mais ce n'est pas encore fini, car nous devons quitter ce port paisible de la philosophie et regarder l'horizon une dernière fois. Cette acceptation n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Si nous ne pouvons pas aller vers les étoiles, si ici est notre seule maison, alors la responsabilité de cette maison, de cette planète et de cette vie n'est-elle pas bien plus grande qu'on ne le pense? Il est temps de baisser nos regards du ciel vers la terre et de parler de la vraie mission, de la vraie grande découverte. Car le plus grand voyage n'est peut-être pas celui fait au plus loin, mais celui fait au plus profond, en nous-mêmes et dans notre propre monde. Et cette responsabilité ne germe pas dans la lumière froide et indifférente des étoiles, mais dans le sol chaud de ce point bleu pâle. Et car alors que l'univers érige des murs de trillions de kilomètres pour séparer la vie, il nous donne en fait un message très simple, mais tout aussi bouleversant. Vous êtes ici et vous n'avez nulle part ailleurs où aller. Cette planète, cette atmosphère, ces océans, ce ne sont pas des arrêts. Ce sont notre seul refuge, notre seul foyer, notre seule histoire. Et s'il n'y a pas de sauveur qui nous attend dehors, alors c'est nous qui devons être le sauveur, le héros et le créateur de sens,
Le cinquième grand contraste réside dans cet équilibre dangereux entre la puissance technologique et la maturité éthique. D'un côté, nous nous sommes transformés en une civilisation qui brise l'atome, change la génétique, crée des intelligences artificielles et peut même influencer le climat de la planète. Notre puissance a atteint des niveaux presque divins. Nous pouvons déplacer des montagnes, vaincre des ennemis invisibles, transmettre instantanément une voix d'un bout à l'autre de la Terre. De l'autre côté, notre maturité éthique qui gère cette puissance immense n'est toujours pas très différente de celle de nos ancêtres des cavernes. Nos peurs, nos ambitions, notre colère et notre méfiance mutuelle n'ont pas évolué à la même vitesse que notre progrès technologique. Et ce déséquilibre nous laisse face au risque de nous détruire nous-mêmes. C'est un tableau tragique, car la réponse peut-être la plus sombre du paradoxe de Fermi est que le grand filtre est en fait l'adolescence technologique. Peut-être que l'univers ne détruit pas la vie intelligente, que la vie intelligente se détruit elle-même avec cette grande puissance qu'elle a prise en main avant d'atteindre la maturité éthique. Une civilisation assez avancée pour faire un voyage interstellaire possède aussi le pouvoir de réduire sa propre planète en cendres avec un seul bouton. S'il n'y a personne dehors, c'est peut-être parce que les autres n'ont pas réussi cet examen. Peut-être que chaque civilisation a causé sa propre fin par un suicide nucléaire ou écologique. Et nous sommes l'un des derniers funambules marchant au bord de ce précipice. Mais ce qui est beau, c'est que ce scénario n'est pas encore écrit. Ce n'est pas un destin inévitable. C'est un signal d'avertissement. Et nous avons la conscience pour comprendre cet avertissement. Notre technologie n'est pas seulement une arme. C'est aussi un miroir. Chaque télescope que nous envoyons dans l'espace, chaque expérience où nous brisons l'atome, nous enseigne les lois de l'univers, tout en nous enseignant notre propre fragilité. Notre puissance technologique nous prouve avec des données scientifiques à quel point cette planète est unique, à quel point la vie ne tient qu'à un fil. Une vérité autrefois seulement ressentie s'est transformée en une donnée connue. Et la connaissance, si elle est utilisée correctement, peut être la graine de la maturité éthique. Nous avons le potentiel d'apprendre à avoir peur de notre propre puissance et à utiliser cette puissance pour protéger. Tu es aussi un porteur de ce potentiel. Chaque technologie que tu utilises, chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends influence de quel côté cet équilibre va pencher. Et que tu n'es pas seulement un consommateur ou un spectateur. Tu es un neurone de cette grande conscience collective qui façonne l'avenir de cette planète. Ta posture éthique, ton respect pour l'environnement, ta croyance en la paix sont l'un des facteurs déterminants si l'humanité franchira ou non ce grand filtre. La technologie n'est qu'un outil. La main qui tient cet outil est la tienne. Et cette main peut être utilisée non pas pour détruire, mais aussi pour protéger et faire vivre. Le sixième et peut-être le plus émouvant contraste est entre l'indifférence cosmique et le sens humain. L'univers ne se soucie pas de nous. Les étoiles ne brillent pas pour nous. Les galaxies ne tournent pas pour nous. Si un astéroïde frappait la Terre et nous détruisait, le reste de l'univers ne le remarquerait même pas. Le cosmos est froid, silencieux et totalement indifférent. Les lois de la physique ne connaissent pas la pitié, ne cherchent pas la justice, n'entendent pas les prières. Cela crée un vide existentiel. Cette situation semble tragique, car l'âme humaine veut compter. Nous voulons avoir un but. Nous voulons penser que quelqu'un nous regarde, nous protège, nous donne une mission.
L'indifférence de l'univers peut nous faire nous sentir abandonnés, sans propriétaire et sans valeur. La question « Tout est-il vain ?» est l'écho de cette froide réalité. Si l'univers ne se soucie pas de nous, alors quel est le sens de nos douleurs, de nos joies et de nos efforts? Mais c'est là que ce retournement immense, cette révolution philosophique se produit. L'indifférence de l'univers nous donne en fait une liberté absolue. Donc si l'univers ne nous impose pas un sens, alors nous sommes libres de créer notre propre sens. Nous sommes des usines produisant du sens dans un univers où le sens n'existe pas. C'est nous qui chargeons de sens le rire d'un enfant, la couleur d'un coucher de soleil, la main d'un ami, la mélodie d'une chanson. Ce sens n'existe pas dans les étoiles. Il existe dans notre cœur. Et cela est bien plus précieux qu'une mission donnée de l'extérieur, car ce sens est notre œuvre. L'indifférence de l'univers rend notre amour, notre compassion et notre art encore plus précieux, comme une bougie allumée dans une chambre sombre. Plus la chambre est sombre, plus cette petite lumière est précieuse. Tu es aussi la source de cette lumière, à ce désir de vivre que tu ressens en te réveillant le matin. Cet attachement pour ceux que tu aimes, cette colère contre l'injustice, tout cela est un feu de révolte que tu as allumé contre la froideur de l'univers. Tu es le seul être capable de dire « ceci est important » au milieu d'amas de matière insignifiants. Ton amour est plus réel que la gravité, car la gravité ne fait que tirer. Mais l'amour unit, répare et élève. L'univers ne t'a pas donné de scénario. Il t'a mis le stylo dans la main et a dit « écris ta propre histoire ». Et chaque ligne que tu écris est une victoire gagnée contre l'indifférence cosmique. Le dernier contraste est l'incertitude du futur et la réalité du présent. Nous ne connaissons pas l'avenir. Peut-être atteindrons-nous les étoiles, peut-être disparaîtrons-nous, soit peut-être rencontrerons-nous des extraterrestres, peut-être resterons-nous seuls pour toujours. Cette incertitude est effrayante. L'esprit humain déteste l'incertitude. Nous voulons contrôler, savoir, garantir. Ne pas savoir ce que demain apportera peut gâcher la paix d'aujourd'hui. Cela semble tragique, car cela crée un état d'inquiétude constant. Les questions « et si nous échouons ?» « et si tout va mal ?» rongent notre esprit. L'angoisse du futur nous empêche de profiter du moment présent. Regarder les étoiles et s'attrister en disant « nous n'irons jamais là-bas ». C'est en fait rater la beauté de l'herbe sous nos pieds. L'incertitude peut nous paralyser, nous entraîner vers le désespoir. Mais ce qui est beau, c'est que l'avenir n'est pas encore écrit. Et le fait qu'il ne soit pas écrit signifie que tout est possible. L'incertitude signifie aussi potentiel. Si nous connaissions l'avenir avec certitude, nous n'aurions pas de libre arbitre. Mais, parce que nous ne le savons pas, nous avons le pouvoir de le changer. Et le plus important, l'incertitude du futur fait du moment présent la seule réalité. La seule chose que nous avons est maintenant. Et maintenant est bien plus plein qu'on ne le pense. Le souffle que tu prends maintenant, la couleur que tu vois maintenant, l'émotion que tu ressens maintenant. Ceux-ci sont certains, ceux-ci sont réels, ceux-ci sont à toi. Au lieu de gaspiller aujourd'hui avec l'inquiétude du futur, construire le futur en rendant justice à aujourd'hui est la façon la plus sage de gérer l'incertitude. Tu es aussi le propriétaire de ce moment. Bon, en regardant cette vidéo, en lisant ces mots, tu te tiens en fait à la pointe la plus acérée du temps, au point le plus vivant de l'existence. L'avenir sera façonné par les choix que tu feras maintenant. Mais
Avant ces choix, tu dois juste profiter d'exister. Car tu es le résultat de milliards d'années d'histoire cosmique. Tu es un miracle né des cendres d'étoiles mortes, qui pense, ressent et rêve. Et ce miracle, indépendamment de ce qui se passera dans le futur, mérite d'être célébré maintenant, juste ici. Toutes ces pensées nous amènent à un rivage calme. L'impossibilité du voyage interstellaire n'est pas là pour nous refroidir des étoiles. C'est en fait une opportunité pour nous réchauffer à la Terre. S'il n'y a pas de paradis qui nous attende dehors, si nous n'avons aucune chance de fuir vers une autre planète pour nous sauver, alors nous devons transformer cette planète en paradis. Cette nécessité n'est pas un fardeau, c'est une invitation. Nous savons désormais que les distances peuvent être infranchissables, les énergies insuffisantes et le temps impitoyable. Mais nous savons aussi que notre esprit est sans limite, notre imagination puissante et notre amour réel. Ce paradoxe est l'essence d'être humain. Nous sommes des êtres vivants à la frontière de l'impossible, faisant des rêves illimités dans des corps limités. Et ce rêve ne concerne pas le fait d'aller vers les étoiles, mais la façon dont nous vivons sous les étoiles. Et en arrivant à la fin de notre voyage, rappelons-nous cette première question. Pourquoi personne ne vient? Peut-être que la réponse est bien plus simple que nous le pensions. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne, car nous sommes ici. Et nous sommes la façon dont l'univers se dit « bonjour » à lui-même. Cette solitude n'est pas un abandon, c'est une authenticité. Ce silence n'est pas un vide, c'est une scène laissée pour que nous fassions entendre notre voix. Maintenant, à la lumière de toutes ces informations, il est temps de regarder cette dernière vérité qui filtre à travers tous ces murs physiques et ces fenêtres philosophiques. Car le documentaire se termine. Mais la vraie histoire, c'est-à-dire ton histoire, commence maintenant. Il est temps de trouver ta propre voie et de rendre justice à cette existence unique, malgré le silence de l'univers. Dans ce voyage, nous avons parlé des limites de l'univers visible et de notre solitude. Mais il y a une vérité bien plus bouleversante que je ne vous ai pas dite. Tout ce que nous voyons, les étoiles et les galaxies, ne représentent que 5% de l'existence. L'immense océan restant se cache dans l'obscurité comme un fantôme invisible qui maintient les galaxies ensemble. Dans le prochain voyage, nous résoudrons le mystère de la matière noire, la pièce manquante de l'univers. Êtes-vous prêts